Hello l'artiste, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer les corrections vidéo et je vais corriger ici donc deux dessins de Corinne au pastel et ensuite un dessin de Eliane qu'elle a réalisé à la peinture à l'huile. Donc avant de commencer cette vidéo, si vous souhaitez m'envoyer vos dessins pour correction, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, donc greg@dessiner.fr. Et du coup, on commence tout de suite cette vidéo de correction avec ce premier dessin. Donc comme je le disais ici, il s'agit d'un paysage réalisé par Corinne, un paysage réalisé au pastel. Donc qu'est-ce qu'on observe ici? Donc la première chose, c'est toujours la ligne d'horizon quand on regarde donc un dessin de personnage. Ensuite, on voit que du coup, voilà, on a le sujet qui est ici à gauche du dessin. Donc c'est très bien par rapport à la composition. Donc ça évite d'avoir un sujet trop central et plutôt d'avoir un sujet qui va venir se mettre sur un seul côté. Ensuite, on a un beau découpage ici par rapport au premier plan qui sert d'amorce au niveau du dessin. Et on comprend bien aussi cette belle courbe que je vais placer ici. Donc on comprend bien cette belle courbe ici qui marque la différence entre la plage et la partie de l'océan. Et du coup, donc ces belles vagues qui viennent s'échouer au niveau du rivage. Donc comme je le disais, donc ici au niveau de la composition, ça fonctionne plutôt bien. Ce que je peux faire au niveau de la composition, c'est regarder en termes de noir et blanc. Donc là, on discerne plutôt bien une zone ici, avec donc ici la vague qui va s'échouer et remonter comme ça, et qui va avoir des lumières assez fortes, donc très très blanches. Au niveau de la maison aussi, qui devient un point assez central. Et on voit que du coup, on a une autre zone un peu lumineuse qui attire le regard. Donc pour moi, Corinne, déjà la première chose qu'il faudrait que vous fassiez, c'est peut-être de choisir soit une zone, soit l'autre, pour éviter d'avoir des éléments lumineux partout. Mais voilà, mais sinon ça fonctionne quand même plutôt bien. J'irais peut-être même à renforcer un petit peu les contrastes, notamment par rapport au premier plan. On aurait peut-être envie d'avoir un premier plan ici, hop, qui est légèrement plus sombre, peut-être même avoir un élément ici qui vient arrêter votre dessin sur la droite. Ça peut être ici un buisson par exemple, voilà, quelque chose qui ressort, ça aurait pu être intéressant. Mais bien entendu, donc tout va dépendre de l'image de départ que vous avez. Donc voilà. Donc faites bien attention à ça. Essayez peut-être quand vous avez une image, essayez de faire en sorte d'avoir toujours un élément qui vient cadrer par rapport au sujet. Donc alors je vais vous montrer ça. Donc vous avez votre sujet principal qui est ici, ou en tout cas ici, d'accord? Donc il faut essayer de faire en sorte que du coup on n'ait pas envie au niveau du regard, on n'ait pas envie d'aller à droite, mais qu'on ait plutôt envie d'aller du côté gauche. Et pour ce faire, il suffit simplement d'utiliser donc une partie un peu plus sombre, d'accord, pour venir arrêter le regard sur la partie de droite ici, d'accord. Je vais enlever ça. Vous voyez, de cette façon, vous allez arrêter le regard. Ça va éviter que l'observateur ici, que nous, en tant qu'observateur, on aura tendance peut-être à s'échapper un peu trop vite du dessin, ou au contraire avoir un contraste assez fort, c'est-à-dire peut-être gérer ici au niveau de l'eau un contraste un peu plus fort, hop, vraiment sur cette partie de droite ici. Ceci, avoir un contraste assez fort, et vraiment toute une zone lumineuse ici. De cette façon, donc juste le traitement ici avec une valeur un tout petit peu plus sombre qui va augmenter le contraste va vous permettre d'encadrer le regard et de faire en sorte que l'observateur reste sur cette zone, d'accord. Donc voilà un petit peu dans l'idée pour la composition, l'idée d'amélioration éventuelle. Deuxième point ici qui m'interpelle un petit peu, c'est plus au niveau de la perspective. Donc je vais retracer ici la ligne d'horizon.
comme ceci. Donc vous avez ici une belle maison avec une belle perspective qui fonctionne bien ici. Voilà, on peut se baser comme ça, d'accord. Hop, ici et ici, on va aller donc vers ce point qui est ici, d'accord. Donc on voit que la construction de votre maison fonctionne bien, le dessin de la maison fonctionne même très très bien. Bon, peut-être juste ici, on aurait envie de séparer la maison avec le reste du paysage. Donc hop, si je viens redessiner par-dessus ici, donc on aurait peut-être envie d'avoir un élément un peu clair de ce côté-là, de poursuivre avec une partie foncée, par exemple ici, d'accord. Ou sinon, à l'inverse, par exemple, on voit que vous avez ici le mur de la maison qui est relativement blanc. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ici une valeur plus lumineuse pour montrer qu'on a une différence entre la valeur de la toiture, qui est une toiture relativement sombre, et le mur du rez-de-chaussée qui est relativement qui est peint en blanc par exemple. Donc on aura un bon contraste et vous voyez que du coup en faisant juste ça, on va séparer la maison avec l'arrière-plan. Je vais juste enlever pour que vous voyez bien. Vous voyez comme ça, juste de bien marquer cette séparation avec une différence de valeur. Ça nous empêche ici de montrer que vous avez de la végétation qui passe en avant-plan, comme ceci. On a une belle lumière qui arrive comme ça, ou peut-être même légèrement comme ça. D'accord, donc voilà, rien ne nous empêche ici de signifier une végétation qui va passer en avant, donc quelques buissons, on peut même dessiner des arbres, etc. Donc c'est pas le but ici. Bien séparé peut-être au niveau de la toiture ici. Et vous voyez que premièrement le fond ici par rapport à votre maison, on aurait peut-être envie qu'il se détache un tout petit peu. Donc pour ça, ici par exemple vous avez une valeur un peu plus claire ici. Vous voyez si je compare ici, vous voyez vous avez une valeur un peu plus claire qui fonctionne plutôt bien. Donc peut-être conserver cette valeur là pour traiter le reste du fond. Donc le but étant toujours de détacher certaines zones, et pour les zones où on aura des ombres au niveau des arbres, des buissons, etc., on peut conserver une valeur plus sombre. Donc ici, voilà, on peut conserver une valeur plus sombre pour ces parties-là. Et comme je disais, donc pour la végétation même, ici, on va choisir une valeur un peu plus lumineuse. Vous voyez, on va détacher certains éléments. On peut imaginer que ici, hop, la maison va se détacher un petit peu. Hop, qu'on a des parties un peu plus sombres, où la lumière n'arrive vraiment pas, comme ceci. Et comme je disais, donc traiter vraiment toute cette zone ici avec une valeur un tout petit peu plus lumineuse, quitte à rajouter un tout petit peu de bleu. Vous voyez ici, moi je vais rajouter un tout petit peu de bleu pour créer de la distance. Comme ça, on peut même séparer, vous voyez même le travail au niveau de la végétation, on peut même séparer des plans dans la végétation. Vous voyez avoir une partie de la végétation qui est vraiment en arrière-plan, et une partie de la végétation qui est vraiment au premier plan. Voilà, donc je pense que vous comprenez l'idée. Donc comme je disais, la deuxième chose c'est donc au niveau de la perspective même, donc au niveau de la maison ici ça fonctionne bien. Par contre, on voit bien que sur cette deuxième maison, on a un petit souci. Je vais me remettre là-dessus. Voilà. Au niveau de cette deuxième maison, on a un petit souci, c'est-à-dire que ici, on voit que la maison, si on construit la maison, au niveau de la perspective, ça fonctionne plutôt bien. Donc si on continue des lignes comme ça, on peut relativement trouver les points de fuite. Bon, ici, on a un truc un peu bizarre au niveau de la toiture, parce qu'on a l'impression que la toiture remonte comme ça, mais voilà, dans l'idée, la perspective est plutôt pas mal aussi. Idem de ce côté-là, donc ça fonctionne. La seule chose, c'est vraiment au niveau des proportions de la maison. Alors, comment je peux vous expliquer ça? Je vais vous faire un petit schéma ici. Voilà. Hop. Donc, admettons qu'on est ici la hauteur de l'horizon. Je vais dessiner donc une maison de face. Admettons que
quand on va dessiner une maison, hop, ici, on est hop, le début de la gouttière ici, d'accord, je vais schématiser par un petit crochet comme ça. On a ensuite la toiture qui est ici, on a ici, hop, on a un élément de décoration ici qui va remonter. Hop, et on a ensuite, voilà, je dessine un petit peu n'importe quoi, on va dessiner une porte comme ça, une fenêtre ici, et une fenêtre comme ça. Voilà. Admettons que du coup, l'horizon, c'est-à-dire que cette hauteur qui est ici, que je peux placer en noir, pour bien séparer les choses, voilà. Donc admettons que l'horizon se trouve à cette hauteur-là. Ça signifie tout simplement que le personnage ou la personne qui est en train de regarder la maison se situe, son regard se situe à cette hauteur, d'accord? Donc hop, je dessine un petit personnage comme ça, et on peut imaginer que du coup, si on a un personnage un peu plus proche, voilà, on imagine une sorte de perspective comme ça. Voilà, donc peu importe la position du personnage dans l'espace, d'accord? Donc que le personnage soit plutôt ici, que le personnage soit plutôt bien en avant, qu'on ait un personnage qui ait une taille intermédiaire, on va dire, hop, comme ça par exemple, cette taille ici, etc. Donc on a un effet de perspective qui va se créer, et ça veut dire que l'horizon, si on a une maison qui est ici, l'horizon va se trouver à une hauteur très précise. Donc c'est cette hauteur qu'on a là, d'accord? Si on souhaite dessiner une deuxième maison qui utilise ou non les deuxièmes points de fuite, enfin le même point de fuite, mais que cette maison est positionnée sur le même plateau, d'accord? Donc on a le même sol ici au niveau de la maison, et qu'on imagine qu'on a une deuxième maison qui possède une forme différente, donc par exemple ici, d'accord, je vais dessiner que la moitié de la maison, comme ça, une lucarne comme vous avez fait ici, on a à peu près le même style d'architecture, on a une grande ouverture ici, donc on imagine qu'on a une grande ouverture comme ça, d'accord? Donc si on admet que les deux maisons sont au même niveau, ça veut dire que au niveau de la perspective, ce qui ne va jamais changer, c'est la hauteur de l'horizon, d'accord? Donc vous voyez que ici, la maison 1 par rapport à la maison 2, quand ils sont positionnés sur le même plateau, sur le même niveau, la même hauteur, on aura donc la construction de la maison, c'est-à-dire la hauteur de la position de la maison, qui va être exactement la même par rapport à l'horizon. Et c'est exactement ce que vous devez respecter ici, c'est-à-dire que la maison qu'on a ici, d'accord, vous voyez que finalement, en la dessinant, vous avez placé la maison beaucoup plus bas ici, et vous avez dessiné la toiture, c'est-à-dire le haut de la toiture ici. Le haut de la toiture va se dessiner ici. Donc si je compare avec ce que je viens de faire, vous voyez l'horizon est ici, l'horizon ici. Vous avez donc dessiné la gouttière de votre maison ici, et vous avez ici, hop, comme ça, dessiné l'ensemble de votre maison beaucoup plus bas. Donc ça peut se faire, mais à condition que les deux maisons ne sont pas posées au même niveau, d'accord? Si on a les deux maisons comme ça qui sont pas placées sur le même plateau, ça fonctionne très bien. Donc ça veut dire que la maison qui est ici va toujours se dessiner sous la ligne d'horizon. Si en revanche on est plus ou moins sur le même plateau, même si on a quelques centimètres de décalage, donc admettons qu'on a ici, entre la maison qui est ici et la maison qui est ici, on admet qu'on est, je sais pas, 1 mètre ou 50 cm de décalage. Donc par exemple, si on a comme ça 50 cm de décalage, vous voyez que du coup, le bas de la gouttière aura tendance à être un petit peu plus bas, d'accord? On va descendre de cette hauteur, ça va être cette hauteur. Et ensuite, donc, quand on va dessiner notre perspective, on voit bien que donc, tout va descendre, donc la hauteur qui est ici va descendre, et on aura la deuxième maison qui va descendre légèrement, d'accord? Mais vous voyez que ça me permet de faire un dessin qui reste cohérent. Et du coup, c'est un petit peu ce que j'ai à reprocher à votre dessin, c'est-à-dire que la seconde maison qui est ici aurait besoin d'être beaucoup plus grande, c'est-à-dire de se rapprocher au niveau de la gouttière ici,
soit il va falloir que vous rapetissiez cette maison qui est ici, ce qui est tout à fait faisable, d'accord. Donc si on va plutôt prendre l'option d'avant. Donc du coup, on peut, comme je disais, on peut diminuer cette maison, mais on peut aussi augmenter la taille de celle-ci. Donc c'est ce que je vais faire, d'accord. Donc là, je vais juste récupérer cette maison ici. Comme ceci. Je vais la copier et ensuite je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, je vais peut-être même la passer au-dessus. Vous voyez que du coup, la perspective n'est plus tout à fait juste. Voilà, il suffit de recaler un petit peu après. Donc là, ce que je vais faire, donc comme je le disais, c'est je vais recadrer au niveau de la perspective, c'est-à-dire que je vais reconstruire au niveau des points de fuite, etc. Je vais essayer de conserver le point de fuite que vous aviez utilisé tout à l'heure. Ici. Donc on va redescendre ça comme ça. On va redescendre au niveau de la toiture ici. Hop, on va devoir même remonter un tout petit peu. Je vais devoir agrandir encore au niveau de la perspective, comme ça. Voilà. Et ensuite, vous aviez une lucarne ici, d'accord. Comme ceci. Je vais juste faire quelques contours, même si c'est pas le but. Mais vous voyez du coup. Voilà, je vais simplement replacer les éléments de manière correcte. Il aurait même fallu remonter encore la maison, je pense. Parce que vous voyez, même au niveau de la ligne d'horizon, on est encore un tout petit peu trop bas. Mais vous voyez, au niveau de la taille, on n'est vraiment pas du tout sur les mêmes proportions par rapport à la première maison. Vous voyez que tout de suite, le rapport d'échelle est différent. Donc on aurait même pu faire un peu plus comme ça, d'accord. Vous voyez que du coup, au niveau du rapport d'échelle, on est sur un rapport d'échelle qui ne va pas forcément être la même chose. Voilà. Et en rectifiant ça, en fait, vous allez avoir comme effet, Corinne, de vraiment redonner une échelle cohérente à votre dessin. Parce que la façon dont vous aviez traité avec une maison un peu petite, ça faisait assez bizarre au niveau du rendu. Vous se rendez compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien, mais voilà, ça aurait été, c'était pas forcément évident de retrouver ce qui fonctionnait pas. Donc du coup, il faut vraiment faire très attention à la notion donc d'échelle, parce que ça aura une influence énorme sur le rendu réel de votre dessin. Pour agrémenter tout ça, ce que je peux faire, c'est peut-être diminuer légèrement. Hop. Je vais juste tout fusionner ici. Voilà. Et je vais diminuer légèrement. C'est ça. Et je vais diminuer légèrement la maison qui est au fond. Voilà. Et voilà, d'accord. Donc vous voyez ici, hop, au niveau du rapport d'échelle, on n'est pas du tout sur les mêmes proportions.
D'accord? Donc voilà, comme je vous disais, ce qui me dérangeait un petit peu, peut-être également même au niveau du premier plan ici, quoique ici ça fonctionne quand même pas mal. Comme je vous disais, renforcer ici au niveau des ombres, donc avoir des bleus peut-être un petit peu plus sombres par endroit, quoique voilà, ça reste assez sombre, donc ça fonctionne quand même bien, tout en ayant des couleurs assez vives. Voilà, on peut même aller un peu vers les verts pour avoir un effet de vague, peut-être pas trop, comme ceci, tout en restant ensuite dans les tons bleus. Voilà, j'aurais peut-être même renforcé encore plus les contrastes au niveau de la peinture ici, plutôt comme ça. Vous voyez, pour créer une belle séparation entre l'ombre et la lumière. Donc on a envie que cette séparation soit assez franche. Rien ne nous empêche ici, rien ne vous empêche du coup de travailler sur de la végétation. Hop, des éléments lumineux ici. Et voilà. Et bien entendu, au niveau de la profondeur ici, donc la toiture qui est au fond, en vérité, elle va devoir être plus lumineuse en termes de valeur, et la toiture qui est en avant, on va devoir la rendre un peu plus foncée. Voilà, et bien séparer du coup l'arrière-plan. Vous voyez que la végétation d'arrière-plan va quasiment disparaître du coup, puisque la maison qui est au premier plan va prendre le dessus. Et voilà. Et dernière petite touche, peut-être juste de renforcer ici juste renforcer un petit peu la lumière de ce côté-là, d'accord? Voilà, et peut-être de diminuer un tout petit peu cette zone de végétation qui est vraiment très très forte, très très sombre. Et étant donné qu'on est censé être assez loin, donc du coup il va falloir essayer de travailler sur des tons un peu bleutés également. Vous voyez, juste descendre un tout petit peu, travailler sur les lumières ici, juste pour apporter un petit peu de rondeur. Donc comme on est assez loin, on n'est pas obligé de rajouter beaucoup de détails, mais juste un tout petit peu de rondeur pour agrémenter les volumes ici. Comme ceci. D'accord ? Donc voilà pour les modifications de votre dessin, Corinne. Donc vous voyez, juste vraiment cette maison qui va changer, changer un petit peu le rendu général de votre dessin. Voilà, je vais dézoomer un petit peu. Vous voyez comme ça, le rapport d'échelle change pas mal la façon dont on va percevoir le dessin. Ici, rien ne vous empêche ici d'accompagner un petit peu avec du blanc. Donc le dessus des vagues, de donner quelques touches, mais vraiment beaucoup plus lumineuses ici. En essayant d'accompagner un peu cette belle courbe ici, d'accord, donc de guider avec les vagues comme ça le regard, d'accord, voilà, sans trop en mettre non plus. Voilà, peut-être même pourquoi pas faire en sorte que ces vagues remontent
un petit peu ici. Vous voyez, juste pour vraiment accentuer le regard de ce côté-là. Voilà. Je vais peut-être même ici continuer donc la mer de l'autre côté. Comme ceci. D'accord? Donc voilà, hop, on va mettre donc en noir et blanc. Vous voyez, donc avant, après. Pas des grosses modifications. Non, plus sur l'aspect esthétique, l'aspect perspective de la maison, mais sinon pour le reste de votre dessin ça fonctionne bien. Au niveau des couleurs ça fonctionne bien également. Donc voilà, et voilà. Second dessin de Corinne maintenant, il s'agit d'un vase réalisé là encore en pastel sec. Donc ici on a de très très belles couleurs, donc du violet au bleu, on a le orange qui est la complémentaire du bleu, on a donc un joli vert au niveau du vase, et puis donc j'ai l'impression que du coup ce vase est plutôt très brillant, donc c'est un petit peu le rendu que vous avez essayé de donner, on dirait ici. Voilà, je pense qu'il faudrait peut-être revoir un tout petit peu au niveau de ce type de rendu là, mais sinon voilà, ça fonctionne plutôt bien. Le vase en lui-même, j'aurais peut-être des petites remarques concernant sur les fleurs en elles-mêmes, pardon, concernant les ombres. Ici on a l'impression que toutes les fleurs sont traitées de manière uniforme, donc il faut essayer de choisir un petit peu donc quelles fleurs on va plutôt positionner et placer dans l'ombre, quelles fleurs on va plutôt placer dans la lumière, etc. Et bien entendu faire cela en fonction de la direction de la lumière. Donc voilà mes premières remarques. Avant ça, donc du coup, la première chose que je vérifie, c'est toujours la perspective. Ici, une première chose que je remarque sur votre dessin, c'est cette courbe qui est ici. Vous voyez donc la courbe que vous avez tracée ici au niveau de votre dessin, donc le trait que vous avez laissé au niveau de la jonction entre cette partie du vase et cette partie du vase, d'accord? Donc si quand on dessine un vase, vous avez certainement déjà vu dans mes autres vidéos de correction, c'est que on va toujours simplifier le dessin du vase par des ellipses. Tout simplement car si on regarde un tube ou un cône, c'est simplement donc une base elliptique ici, d'accord? Donc une base d'ellipse en haut, une base d'ellipse en bas, et c'est quelque chose qui va donc descendre au fur et à mesure. Et on pourrait par exemple prendre ce cône et le couper en hop, plusieurs milliers d'ellipses comme ça, qu'on va venir, on peut venir le trancher comme ça, d'accord? Et quand on va dessiner justement donc un pied ici, qui aura aussi une forme d'ellipse, d'accord? Il faudra faire en sorte que la perspective de cette ellipse et la perspective de cette ellipse soit cohérente. C'est-à-dire que si ici, je vais vous montrer, comme ça, si ici j'ai une ellipse qui est comme ça, et que du coup le contour du vase est représenté de cette façon-là, vous voyez que du coup ici on a l'impression que la perspective est un peu bizarre. Et ça va être la même chose au niveau de la jonction ici. Si par exemple on a une ellipse qui est comme ça, d'accord, donc je vais juste masquer quelques éléments ici. Bien souvent on va voir ce qui se passe sur le côté, donc on a une ellipse comme ça, et comme ça plutôt, et ensuite on a un élément qui est comme ça, d'accord. Donc cette forme qui est ici, d'accord, elle est caractérisée par la forme de la tranche, la forme de l'ellipse qu'on aura laissée. Et si cette ellipse est mal construite, par exemple si ici cette ellipse est pas bien placée en perspective, vous voyez ça va faire des effets un peu bizarres de jonction entre la partie basse du vase et la partie haute du vase. Alors que si je viens ici et que je dessine une ellipse avec une perspective cohérente, comme ceci, et comme ceci, vous voyez que tout de suite le dessin est beaucoup plus cohérent.
d'accord? Et c'est un petit peu ce que je peux reprocher à votre dessin ici, c'est que du coup cette forme, on aurait presque l'impression qu'on donne une forme de cercle plutôt qu'une forme d'ellipse, et ce qui fait que ça fait un effet un peu bizarre au niveau de la jonction entre la partie haute du vase ici et la partie basse du vase ici. Donc ce qu'il faudrait, c'est d'une part bien définir l'ellipse que vous avez au sol ici, d'accord? Donc en essayant de retrouver la perspective. Donc là c'est vrai que c'est assez délicat. Quand on a une ellipse comme ça, une forme qui est assez évasée comme ça, d'accord? Donc moi ce que je fais, comme je disais, c'est que hop, je m'aide, bien souvent on peut s'aider comme ça d'une perspective à un point de fuite. Généralement je vais plutôt utiliser une perspective à 2 points de fuite. Vous voyez ici, il faut essayer d'imaginer cette ellipse comme ça, dans un carré. D'accord? Donc dans un carré au sol, tout simplement. Donc, hop, si on imagine comme ça qu'on a une perspective à 2 points de fuite, ici, voilà, on imagine tout simplement un carré, comme ça, et dans ce carré, on va venir dessiner la base de notre ellipse. Et ici, le centre du vase. D'accord? Donc, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire à chaque fois. Et ensuite, qu'on place ce carré dans ce sens ou dans ce sens, d'accord? Donc là, on est sur une perspective à 1 ou une perspective à 2 points de fuite. Oui, moi je suis plus à l'aise avec une perspective à 2 points de fuite, je trouve ça plus simple pour retrouver les directions, d'accord? Donc du coup, voilà, je le fais comme ça. Mais vous, de votre côté, si vous préférez une perspective à 1 point de fuite, rien ne vous empêche comme ça de construire. Hop, vous allez essayer de récupérer le point de fuite ici, et ça vous donne une première indication sur le positionnement de l'horizon. Parfois, vous allez avoir l'horizon qui va sortir complètement de la feuille, d'accord? On peut avoir un horizon qui va être beaucoup trop haut. Si on a une vue surtout qui est en vue de dessus, donc par exemple si on a un élément qui est comme ça, donc si on a une perspective qui est comme ça, d'accord, je peux rentrer ça dans une boîte par exemple, comme ça peut avoir pour effet de faire sortir complètement la ligne d'horizon. Vous voyez, la ligne d'horizon elle va sortir complètement du cadre. Donc voilà, donc, sauf cas particulier, donc ici on va essayer de récupérer la ligne d'horizon. Et une fois qu'on a cette information, ça va être beaucoup plus simple de construire les autres ellipses qui composent le vase. Donc ça va être plus simple du coup de réaliser la construction même du vase en perspective pour réaliser le croquis et finaliser le dessin ensuite. Donc par exemple, au niveau de l'ellipse qui est au-dessus ici, on peut imaginer que ici on est sur le centre du vase. On va avoir une deuxième ellipse qui va suivre la perspective là encore, comme ceci, d'accord? Ça nous donne cette forme, cette fameuse forme qui est ici. On voit que arrivé à la ligne d'horizon, hop, on aura une ellipse qui va être toute aplatie comme une crêpe, et quand on va passer au-dessus de la ligne d'horizon, on verra ce qui se passe en dessous, c'est-à-dire on verra le dessous de l'ellipse. Et c'est vraiment cette ligne-là qui va prendre le relais. Idem pour le reste du vase, donc vous voyez ici, plus on va monter ici, donc si je reprends le même point de fuite, comme ceci, et comme ceci, donc si je reprends le même point de fuite ici, comme ça, vous voyez que si on redessine un carré, hop, on a la courbe du vase au-dessus qui va se dessiner plutôt comme ça. Et comme ça, d'accord? Donc voilà ma première remarque. Quelles conséquences ça aura sur le dessin? C'est simplement que ici, au niveau de la jonction du vase, on aura une courbe qui va être beaucoup moins prononcée que ce que vous aviez dessiné ici. Je vais juste séparer un petit peu tout ça. Donc voilà. Ça aura également comme effet d'arrondir un petit peu le vase au-dessus ici, comme ceci. Et ensuite, au niveau du rendu effet brillant, donc si je prends une sphère comme référence, d'accord,
Je peux prendre, imaginer comme ça qu'on a une sphère. Hop, ronde comme ceci. D'accord? Donc cette sphère, on aura une partie de la sphère qui va être éclairée. Voilà. Une autre partie qui va être dans l'ombre, comme ce que vous avez dessiné ici. Donc la partie bleutée, donc le décor qui aura tendance à refléter un petit peu. Vous voyez ici, ça va donner des teintes légèrement bleutées au reste du dessin. Voilà. Et du coup, pour donner l'effet brillant, donc ce qui va se passer, c'est que quand on va chercher à donner l'effet brillant, on aura bien souvent une petite, vous voyez, juste une petite touche de lumière qui va correspondre à l'endroit où la source de lumière va venir taper sur l'élément. Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin de dégrader énormément, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin ici de venir créer une seconde couche de dégradé, puis une troisième couche de dégradé, puis une couche de blanc ici, etc. Si vous faites trop de détails ici et trop de déclinaisons de valeurs ici jusqu'à la partie lumineuse, vous n'allez pas obtenir cet effet brillance. Et pour vraiment obtenir cet effet brillance, vous voyez qu'une petite touche de lumière va généralement suffire, et ensuite tout le reste de la sphère va se dégrader vraiment très très peu. Et également au niveau de la jonction entre l'ombre et la lumière, généralement on aura une jonction qui va être relativement douce. Comme ceci, d'accord? Donc ce que vous devez faire ici, c'est ça justement, c'est-à-dire que hop, vous assombrissez un tout petit peu ici. Alors, je vais juste enlever tous les traits qu'on avait fait précédemment. Voilà, on va simplifier ici la partie de la lumière. Et ensuite, on va venir ajouter une petite touche lumineuse ici. Donc là, au niveau de la lumière, donc ici par exemple, quand vous allez avoir une lumière qui arrive comme ça, le premier endroit où la lumière va taper, ça va être dans les petits creux qui sont ici. Donc du coup, ça va laisser une petite trace de highlight, donc de points lumineux ici. Et ensuite, on peut avoir éventuellement des reflets. Donc vous voyez ici, ce sera le fond par exemple, qui va refléter énormément. Donc ici par exemple, de l'autre côté, on peut avoir le fond qui va laisser une trace. Comme ceci. Et ensuite, tous les éléments, donc ici par exemple, si on a un élément qui ressort comme ça, on a une boursouflure comme ça, donc on aura les lumières qui vont taper à chaque fois sur les points comme ça qui vont ressortir le plus. Donc par exemple ici. Et au-dessus. Donc beaucoup moins finalement sur toute cette zone ici, car on aura moins de lumière qui est directe qui va arriver. Donc à la seule condition ici, c'est que, par exemple, si on a des reflets avec des éléments lumineux en arrière-plan, c'est ces éléments-là qui vont créer la démarcation et créer donc le reflet, un peu comme ce qu'on avait fait ici, d'accord ? Voilà. Et ensuite, donc du coup, comme je vous le disais, c'est vraiment au niveau des fleurs ici.
il faut imaginer donc ces fleurs un peu comme une sorte de demi-sphère, d'accord? Cette demi-sphère va récupérer la lumière, donc on aura hop, une demi-sphère qui a la couleur des pétales ici, comme ceci, une partie de ces pétales qui seront complètement dans l'ombre, voilà, et ensuite on aura la partie qui va être plus éclairée en fonction de l'orientation de la lumière. Et ici on va plutôt respecter les ombres, d'accord? Voilà, il faut vraiment essayer d'avoir une vue globale sur le rendu des fleurs, comme ça, quand on a un bouquet, en fonction de la forme qu'on a. Donc, ici notamment, ça veut dire que toutes les fleurs qui vont être de ce côté-ci, ont tendance plutôt à être dans l'ombre. Voilà, et idem pour les pétales ici. On va essayer de les assembler un tout petit peu. Et à l'inverse, donc toutes les parties qui sont à droite ici, on va essayer plutôt de récupérer des belles lumières. Ici, on va devoir assembler encore. Même quitte à aller encore plus loin. Et ici, donc on va rajouter de la lumière, vous voyez, vraiment tout à droite ici, à chaque fois. On va essayer de privilégier et voilà. Idem pour les parties vertes du bouquet. Donc ici par exemple, hop, on est plutôt sur de l'ombre. Idem pour ce côté-ci. Vous voyez, donc chaque fois je choisis toujours le côté gauche ici qui va récupérer donc les ombres. Notamment quand on va rentrer, quand on va plonger à l'intérieur du bouquet, on aura tendance à avoir des zones sombres, des zones vertes beaucoup plus sombres à l'intérieur. Voilà, idem de ce côté-ci. Voilà. Et à l'inverse, donc toutes les parties ici qui vont être éclairées ont tendance à être beaucoup plus lumineuses, quasiment proche du jaune. On va vraiment récupérer les lumières comme ça.
Voilà, ça sera pas partout, mais par exemple, vous voyez ici pour les parties qui passent devant le vase, quand on va chercher les contrastes comme ça, vous voyez que naturellement les éléments vont passer en avant. Je vais supprimer ça. Donc idem ici à droite. Et du coup on va assombrir de l'autre côté ici, à gauche. Sachant qu'on aura donc toute cette partie qui va être de l'ombre. Donc on va essayer de choisir une valeur ici assez sombre. Il faut vraiment essayer de marquer les creux pour apporter encore plus de rondeur. Et puis ne pas hésiter à placer d'autres éléments ici foncés en arrière-plan pour améliorer la lisibilité. D'accord? Donc quand on va dessiner un bouquet comme ça, il faut se dire que on a des choses qui vont passer en avant-plan comme ça, mais on aura aussi des choses qui vont se passer en arrière-plan, par derrière. D'accord? Donc du coup voilà, ça permet également de créer une certaine rondeur quand on va dessiner des bouquets comme ça. Vous voyez, je le fais de manière assez floue. Les parties qui sont au premier plan ont plus d'intérêt, donc du coup on va rajouter vraiment du détail. Et les parties qui sont en arrière-plan, on peut réaliser comme ça beaucoup moins de détails. Et juste les signifier avec hop, une petite touche de vert. Voilà. Et ensuite, voilà, traiter un entre-deux, on va dire. Avec un vert ni trop sombre, ni trop foncé. Comme ceci. D'accord? Je vais peut-être même descendre un petit peu ici, au niveau de la forme, et bien marquer. Donc là, vous voyez, je vais quasiment jusqu'au noir pour marquer le vase sur la table. Et idem au niveau de l'ombre de ce côté-là. Et puis peut-être juste ici, créer un contraste comme ça. Donc avec l'ombre du vase qui est assez sombre. Et l'arrière-plan ici. D'accord? Donc voilà un petit peu l'idée pour votre dessin. Vous voyez, c'est des modifications assez légères, mais voilà, ça permet vraiment juste de repositionner bien le vase au niveau du sol, bien gérer la perspective pour éviter d'avoir cet effet bizarre au niveau des jonctions. Vous voyez ici, et donc retraiter la partie des reflets, et ensuite vraiment donner de la rondeur au bouquet, ne pas utiliser une valeur unique pour les feuilles, pour les pétales, etc. Il faut vraiment essayer de varier et de visionner un petit peu en volume, en demi-sphère, surtout pour les bouquets, en demi-sphère pour donner de la rondeur au bouquet. D'accord? Donc voilà, un avant, un après. Et voilà. Et du coup, en noir et blanc. Vous voyez, comme ça, en rajoutant des petits éléments en arrière-plan, ça permet vraiment de donner
de la rondeur, de donner un peu de profondeur à ce bouquet. Et ensuite bien gérer les ombres d'occlusion, c'est-à-dire les ombres qui vont être dans les creux, etc., entre les feuilles, entre les fleurs, là où la lumière vraiment ne va pas passer. C'est ça qui va créer encore plus de rondeur, donner encore plus de volume. Troisième et dernier dessin maintenant, il s'agit du tableau de Eliane, donc une coupe de fruits, donc une nature morte, réalisée à la peinture à l'huile sur toile. Donc ici Eliane, je vous avais déjà envoyé une pré-correction si on veut, pour vous montrer un petit peu les pistes, surtout au niveau de la gestion des couleurs. Donc ici, on a des couleurs assez complémentaires qui fonctionnent bien, donc ça permet de détacher votre dessin avec le fond. Cependant, donc on aurait aimé avoir une sorte de hiérarchie, donc comme ce que je vous disais par email, une hiérarchie entre le fond. Donc on a la saturation du fond et la saturation de la coupe de fruits qui est sur le même ton. C'est-à-dire on a des valeurs vraiment très flashy d'un côté et de l'autre, alors qu'on aurait peut-être aimé une hiérarchie, peut-être un fond un peu plus désaturé et une coupe de fruits un peu plus saturée, donc étant donné que c'est le sujet principal. Donc pour ce faire, ce qu'on peut faire ici, c'est juste désaturer un petit peu le fond. Donc là, ce que je vais faire, vous voyez, à droite c'est la saturation, à gauche c'est on enlève de la saturation, donc on enlève de la vivacité à la couleur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la baisser un tout petit peu, d'accord? Hop, ici. Donc vous voyez, on conserve plus ou moins la même valeur, tout en abaissant un petit peu en termes de saturation ici. Ce qu'on peut faire également, étant donné que là on voit bien qu'on a une lumière qui arrive comme ça à gauche, ce qu'on peut faire également, ce serait de traiter finalement le fond à l'inverse, c'est-à-dire que comme on a de l'ombre ici, on va traiter avec une valeur plus lumineuse, et comme ici on a le côté où il y a la lumière, on va traiter avec une valeur un peu plus claire, un peu plus sombre, pardon. Donc du coup, ce que je peux faire ici, varier légèrement en termes de teinte, comme ça, et on va y rajouter ici. Je vais juste descendre un tout petit peu, comme ça, et on va couper ici. Vous voyez, je peux ici traiter juste de manière un peu plus sombre le fond, histoire de faire ressortir les fruits qui sont ici. Et même donc la coupe en cristal ou en verre ici. Et on va juste désaturer un tout petit peu ici au niveau de l'arrière-plan. On va conserver la valeur de ce côté-là. Je désature un tout petit peu. Hop, comme ceci. Voilà, et tout simplement de créer un dégradé. Vous voyez ici, c'est juste que hop, je vais dégrader du plus sombre au plus foncé. Donc on a l'ombre ici, l'ombre et la lumière de l'autre sens. Donc vous voyez ici, ça fonctionne de la façon inverse, c'est-à-dire qu'on a l'ombre de ce côté-là, la lumière de ce côté-ci, d'accord? Et pour le fond, on a l'inverse, donc le fond qui est lumineux à droite et plus sombre à gauche. Voilà, donc je le fais très très vite, grossièrement. Et voilà. Donc deuxième point maintenant, ce serait plus au niveau de la perspective même du vase, enfin de la coupelle ici, et enfin du bol, et la perspective de la table ou du plateau sur lequel se trouvent les fruits. Donc en fait, je vais vous montrer, je vais
juste passer un petit calque au-dessus, comme ceci. Ouais, on va juste redessiner par-dessus. Donc ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous allez dessiner un bol comme ici, vous allez bien souvent avoir deux ellipses. Une ellipse au-dessus, d'accord? Et ensuite, on va descendre comme ça, on aura une ellipse en dessous. L'ellipse en dessous va correspondre à la largeur de la base, donc on voit bien que la base va se rétrécir et la partie haute va s'élargir. Et du coup, ensuite, on aura donc la forme du vase comme ça. Et comme ça, d'accord? Je peux le faire ici en transparence, et voilà. Et ensuite, on aura donc les fruits qui vont venir se mettre comme ça à l'intérieur de chaque côté, d'accord? Du coup, cette ellipse ici en bas et cette ellipse en haut nous donnent des indications sur la perspective même que on va utiliser. Ça veut dire que si on commence par exemple avec une ellipse qui est comme ceci, voilà, et comme ça, vous voyez, je mets toujours deux petites croix, c'est simplement pour se repérer dans l'espace. Ça permet de créer comme une sorte de nappe, si on veut, ici. Comme ça, sur lesquels on va avoir la direction. Vous voyez ici, à chaque fois, on va aller comme ça vers un point de fuite. Hop, et on va se diriger comme ça. D'accord? C'est une façon de me repérer, ce que vous pouvez faire, bien entendu. Et donc ici, comme je vous disais, ce qui me dérange, c'est que on a un bol qui est quasiment de face. C'est-à-dire, c'est presque comme si on regardait le bol de devant. Et ce qui fait qu'on a vraiment cette impression de bol qui est tout droit, comme ça. Hop. Et comme ça. D'accord? Ce qui fait qu'on n'a pas trop de perspective, on n'a pas trop d'effet de rondeur. Voilà, c'est ce qui manquerait un petit peu. Sachant que d'un autre côté, on a donc les fruits que vous avez dessinés qui possèdent une très très belle rondeur. Donc les fruits, ça va être la même chose avec des ellipses comme ça. D'accord? Donc on peut imaginer comme ça. Comme ceci. Vous voyez, on voit qu'on a une belle rondeur ici, dans la gestion des ombres et des lumières, etc. Mais d'un autre côté, on ressent pas trop la perspective au niveau du bol, du contenant. En fait, on a l'impression qu'on a un bol qui est en 2D et on a des fruits à l'intérieur qui sont avec des beaux volumes bien en 3D. D'accord? Donc c'est un peu cette impression que j'ai ici. Ce que vous pouvez faire éventuellement pour pallier à ça, c'est peut-être d'augmenter un petit peu la rondeur ici au niveau de l'ellipse. Ça va être une ellipse qui va être vraiment très très aplatie ici, assez difficile à réaliser, donc elle est très très élargie ici. Vous voyez, vous allez traiter comme ça avec une ellipse bien arrondie ici. Comme on a vu, donc ça va nous donner un peu le centre ici, et on va traiter avec une deuxième ellipse en partie basse ici, et il faut que du coup la direction de l'ellipse qui est en haut et la direction de l'ellipse qui est en bas soit la même, pour que la perspective soit respectée. Donc du coup, vous voyez qu'on va voir ce qui se passe au-dessus, on va voir également ce qui se passe au-dessus ici. D'accord? Donc c'est comme si on regardait un petit peu au-dessus de l'ellipse et qu'on la voyait légèrement. Dites-vous que quand on voit l'ellipse comme ça qui est au-dessus, ça veut dire que la ligne d'horizon va être généralement placée au-dessus, beaucoup plus éloignée. Et au niveau de la table, du coup, vous n'allez pas avoir, comme vous êtes sur une vue vraiment de face, vous avez dessiné comme ça votre table ici, avec cette perspective-là, d'accord? Quand on regarde le trait que vous avez laissé ici, ça nous donne une indication comme quoi on a donc une perspective, une ligne de fuite qui va comme ça ici. Et du coup, donc dans la logique, on aurait donc l'effet inverse de l'autre côté. Donc vous voyez, si on prend cette ligne-là, on aura simplement ici l'effet inverse avec une ligne comme ça, un effet miroir, et ça va vous donner une indication au niveau de la perspective. Et vous voyez bien que si j'enlève tout ça, la perspective du contenant et la perspective de la table ne sont pas sur les mêmes alignés sur les mêmes perspectives. Donc ça fait un effet un peu bizarre entre un élément 2D et une table qui est un peu 3D, etc., etc. Donc là, comme ça va être un peu difficile de revenir sur l'aspect rond du bol,
je vous encourage plutôt à essayer de rattraper la perspective. Donc pour rattraper la perspective ici, vous allez devoir descendre la ligne d'horizon, vous voyez ici. Comme le haut du vase est relativement plat, c'est presque comme si vous placez la ligne d'horizon exactement au même endroit. Pourquoi je vous dis ça? C'est que si, donc je vais vous montrer ça. Donc en perspective ici, si on place, on va faire comme une sorte de tube, d'accord? Donc les ellipses, si on les place comme ça en perspective, ce qui va se passer, c'est que quand l'ellipse va toucher la ligne d'horizon, elle va s'aplatir complètement, elle va devenir comme une crêpe. Quand on va passer en dessous de la ligne d'horizon, comme ça, vous voyez, on va voir ce qui se passe au-dessus, et ici on va voir ce qui se passe en dessous. Donc on aura toujours cette ligne ici qui nous sert de point de repère, comme ceci. Et comme ceci, d'accord? Donc à chaque fois qu'on va être au-dessus de la ligne d'horizon, on verra ce qui se passe en dessous. À chaque fois qu'on va être en dessous de la ligne d'horizon, on verra ce qui se passe au-dessus. Et du coup, ici, vous voyez, on voit légèrement ce qui se passe au-dessus. Ça veut dire que l'ellipse est vraiment très très aplatie, mais on a une ellipse qui est très très proche de la ligne d'horizon, d'accord? Et ça, je vais remonter un tout petit peu. Donc ça signifie que la ligne d'horizon va être relativement placée à cet endroit-là. Donc ça veut dire que si on choisit un point de fuite central, admettons que je mets ce point de fuite ici, vous voyez que si je trace le bord de la table ici, on va plutôt avoir une ligne qui va être comme ça, d'accord? Donc on aura des lignes de repère qui vont se placer de cette façon-là. D'accord? Et comme je vous disais, pour me baser, pour retrouver donc cette ligne d'horizon, je me base tout simplement sur la forme de l'ellipse. Donc si je vois que l'ellipse est comme ça veut dire que l'horizon est plutôt haut. Si je vois au contraire que l'ellipse est très aplatie ici, ça veut dire que la ligne d'horizon est plutôt basse. Comme ceci et comme ceci. D'accord? Donc l'ellipse est aplatie. Et si je me rapproche de la ligne d'horizon, vous voyez que je vais aplatir encore plus jusqu'à ce que quand j'arrive sur l'horizon, je vais avoir une crêpe, donc vraiment quelque chose de très très plat. Et du coup, ça nous donne une indication pour placer l'ellipse du bas, d'accord? Et ça va donner la forme même de votre bol, placé sur la table. Donc moi, il me suffit ici de tracer un carré, hop, ici, ou un rectangle si vous avez un bol qui est plutôt allongé. Vous voyez que hop, ça me permet de récupérer la bonne perspective pour dessiner l'ellipse du bas. Et ensuite, une fois que j'ai ça, je peux venir tracer le vase, les côtés, avec la forme que vous avez donnée ici. Et voilà, d'accord? Donc première chose que je vais faire ici, c'est que je vais venir rattraper au niveau de la table. Donc du coup, pour ce faire, je vais venir dessiner ici le bord de la table. Bon, pour l'instant, je ne m'occupe pas forcément de la perspective, enfin des ombres, etc. C'est vraiment juste pour vous montrer le bon positionnement de la table par rapport à votre vase. Donc voilà. Et du coup, on voit bien que ici, on va se courber pour bien placer l'élément au sol. Voilà. Donc là, j'enlève les lignes. Vous voyez ici. Vous voyez, si j'enlève comme ça, on essaye de retrouver un petit peu de rondeur. On peut même essayer d'augmenter la rondeur ici, en effaçant un tout petit peu. Et voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut travailler sur les ombres. D'accord, donc là je vais mettre une couleur un peu au hasard. La couleur de la table ici, on va descendre dans les ombres. Et ce que je vais faire, c'est que comme on a pas mal de fruits dans le bol ici, je vais placer une ombre de ce côté-là.
comme ça. Et ensuite, si vous voulez réaliser les reflets, donc faut pas oublier de faire attention à la rondeur et à la taille des éléments. Vous voyez ici le reflet, on va essayer de faire en sorte que la taille soit respectée ici. Voilà, je le fais très léger, car cette partie de la table est éclairée normalement, donc du coup voilà, il faut éviter de le faire de façon trop lumineuse. Et ici, du coup, comme ça, voilà, on a une lumière qui arrive ici. Et voilà, d'accord. Donc vous voyez ici, hop, on va redonner un petit peu de rondeur, un petit peu de volume à ce vase, cette coupe de fruits. Donc voilà. Ensuite, dernier point, ce serait sur l'utilisation ici du blanc pour les lumières. Donc ce que je vous recommande ici, Eliane, quand vous avez comme ça une couleur, donc on a un fruit ici, d'accord, je vais prendre cette couleur ici, peu importe la forme. Ensuite vous avez placé les ombres, d'accord, donc ici très bien, vous voyez que vous avez une couleur ici qui est plutôt dans les tons rouges, et ensuite quand on va placer les ombres, on va aller plutôt dans les tons violets. Donc on va refroidir un petit peu les couleurs, c'est très bien, ça fonctionne bien. Et ici, donc du coup, on va remonter dans les rouges pour apporter de la lumière, d'accord? Comme ceci. Et on peut remonter un tout petit peu, ne pas aller trop loin vers le orange ici. Et on va repartir ici vers la droite, c'est-à-dire qu'on aura une sorte de C comme ça quand on va choisir les couleurs. C'est-à-dire que ici, on va passer du violet ici au rouge pour les parties lumineuses. Et ensuite, on va monter comme ça vers les C ici pour récupérer la couleur. Et on va éviter d'aller vers les blancs comme ça, d'accord? Donc hop, on va éviter d'aller comme ça vers les blancs, sauf si on est sur un fruit qui vraiment possède un reflet vraiment très important. Donc par exemple ici, vous avez votre vase comme ça, enfin votre coupelle ici, qui peut venir récupérer des petites touches de lumière, ça peut être très intéressant ici, d'accord? Donc là on peut aller vraiment vers les tons blancs. Mais par contre au niveau du fruit ici, il va falloir essayer de aller plutôt dans les tons un peu orangés. Vous voyez, je vais rester justement dans les tons lumineux comme ça. Et en vérité, ça suffit. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Vous pouvez rajouter quelques touches de teintes différentes. Donc par exemple ici, vous allez rajouter du jaune. Donc on n'est pas obligé d'aller dans les jaunes aussi puissants, mais on peut remonter un tout petit peu vers les oranges ici. Hop, et apporter donc quelques touches de orange. Idem dans les violets ici, on peut descendre vers les violets encore plus, tout en gardant donc hop, les valeurs qui correspondent. Vous voyez que du coup on peut rapporter des touches un peu différentes. Idem au niveau de la lumière ici, on peut avoir des touches de lumière qui vont monter un petit peu vers les orangés, un peu plus fort. On va essayer de conserver la valeur. Donc vous voyez, je regarde simplement ici, je fais confiance à mon œil, on voit qu'on a deux valeurs assez similaires ici. Et vous voyez que quand je peins ensuite, on a deux valeurs différentes. Donc voilà, donc ensuite, on va rajouter juste une petite lumière, donc une valeur supplémentaire, on va remonter vers les tons chauds. Hop, légèrement, on change de valeur, vous voyez, on a une différence de valeur ici. On va rajouter une petite lumière comme ça, mais vous voyez que j'ai pas besoin d'aller vers les blancs ici, donc toute cette zone finalement je vais même pas l'utiliser, d'accord? Et c'est ça que vous devez faire quand vous allez choisir les couleurs pour peindre les éléments. Donc par exemple ici on est sur une pêche ou une nectarine, par exemple, voilà, rien ne vous empêche de remonter un petit peu vers les tons orangés, et vous voyez que du coup en termes de valeur lumineuse, ça suffit, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Et ensuite voilà, on va venir créer la transition entre la partie dans l'ombre et la partie dans la lumière, sachant que ici il ne faut pas qu'on ait une zone trop large par rapport à cette couleur qui est ici, d'accord. Je peux même décaler la lumière
légèrement à côté. Et ensuite, comme je disais, je vais utiliser une lumière supplémentaire juste pour une petite touche de lumière sur les endroits les plus éclairés, et ça suffit. Idem en arrière-plan ici, d'accord? Donc toute la zone ici que vous avez mis dans les tons un peu blancs, ici on va l'enlever, d'accord? On va privilégier ici, donc peut-être juste un rouge légèrement dans les tons violets ici pour l'ombre. Hop, comme ceci. Et ensuite, voilà, on va juste marquer la valeur qui est ici et ça suffit. Idem de ce côté-là. Donc vous voyez, je peux même carrément tout repeindre par-dessus. Voilà, pour avoir une valeur un peu plus uniforme. Et ici, je vais remonter un tout petit peu et remonter légèrement. Comme ça. Et une fois que j'ai fait ça, je peux remonter encore un tout petit peu et mettre une lumière un peu plus forte. Voilà, donc là après ici on voit qu'au niveau des couleurs on est sur une couleur un peu plus terne. Voilà, je ne sais pas si c'est exactement ce que vous voulez, mais ici pour améliorer un peu tout ça, peut-être juste de retraiter les ombres autrement. Donc ici éviter les ombres noires comme ça. Ici par exemple on est sur une sorte de rouge un petit peu dans les tons violets. On va juste descendre un petit peu dans les tons violets ici, redescendre en saturation et descendre en termes de valeur. Vous voyez on a une valeur un peu plus sombre et on va utiliser cette valeur pour peindre ici. Et enfin, on va remonter ici dans les tons violets, on va redescendre un petit peu et toutes les valeurs qui vont être dans les creux, qui ne vont pas arriver dans les tons lumineux, on va renforcer en termes d'ombre. Et voilà. Et ici au niveau de la poire, donc du coup ce qu'on peut faire c'est donc ici, vous voyez, donc éviter les blancs comme vous avez fait ici. On va plutôt tout peindre comme ça. Éviter les ombres totalement noires comme ici. On va plutôt aller dans les tons un peu saturés ici, dans les verts, les tons verts, même peut-être redescendre un petit peu dans les tons chauds. Vous voyez ici, ça va vous permettre d'avoir une couleur un peu plus vive. Et ensuite, donc, travailler simplement la transition. Voilà, donc on a hop, un fruit coloré à côté, qui va peut-être ajouter quelques touches de couleur à côté. On a aussi le fond hop, qui va influencer et donner quelques reflets. Voilà, et ensuite, donc juste quelques touches ici, on remonte légèrement vers les tons jaunes et vers les blancs, mais voilà, sans trop monter. Et ensuite, hop, on va rajouter donc quelques touches très légères. Et au niveau du traitement, ça va être un peu la même chose au niveau des feuilles ici. Donc on peut avoir des feuilles légèrement dans les tons bleutés. Hop, avec des ombres comme vous avez dessiné ici. Et ensuite, donc avoir donc une valeur plus lumineuse ici, beaucoup plus saturée. Et voilà. D'accord. Et ensuite, donc du coup, il ne faut pas oublier que par transparence ici, vous allez quand même avoir toute cette zone qui va se retrouver dans l'ombre. Donc tous les fruits qui vont se retrouver ici en arrière-plan. Donc
qui vont se retrouver complètement dans l'ombre. Donc les creux, donc même si on est sur quelque chose de assez transparent, hop, on va devoir gérer tout ça. Vous voyez, donc c'est assez simple hein, ici. Si j'ai deux fruits qui sont côte à côte, comme ça, hop, on va juste avoir donc les creux qui sont entre les fruits, qui vont être vraiment très très sombres. Et ensuite, donc on a le fruit en lui-même, en arrière-plan par exemple. Voilà, il va être légèrement plus sombre. Comme ceci, d'accord? Et voilà. D'accord, donc voilà, et ensuite, donc du coup, ce qu'on peut faire, comme on est sur du vert ici, c'est simplement apporter sur l'ensemble du vert ici, un léger voile blanc, d'accord? Ça va vous permettre de créer cet effet de vert, de matière qui passe vraiment avant l'autre, comme ceci. Et ensuite, comme je vous disais, donc apporter vraiment des petites touches de lumière sur les endroits où la lumière va frapper ici. Comme ceci. Et je dirais même ici même ici, donc du coup, sur les fruits, peut-être remonter encore un tout petit peu ici, en termes de valeur. Hop, remonter légèrement vers les tons jaunes. Et voilà. Et voilà, je peux même, au niveau de la jonction avec le sol ici, enfin avec la table, hop, aller sur des ombres encore plus sombres. Pour vraiment poser l'élément sur la table. Et enfin, bien gérer les contrastes ici. D'accord, donc ça va permettre de détacher avec le fond. Et ici le fond, donc pour détacher davantage. N'hésite pas à traiter avec une valeur légèrement plus lumineuse. Voilà, et je pense que au niveau du fond, je peux peut-être même aller encore plus vers les gris. Donc quelques touches de gris ici. Idem, le vert à droite est beaucoup trop saturé, donc je vais le baisser encore. Vous voyez ici, il ne faut pas qu'il prenne le dessus sur le reste de votre dessin. Voilà, on va essayer de désaturer un petit peu. On va conserver quelques touches de couleur saturée pour bien faire la transition, mais vous voyez que voilà, dans l'idée, le but ça va être de désaturer un petit peu. Voilà. D'accord, donc voilà pour votre dessin. Donc je vais vous montrer un avant-après. Vous voyez ici, au niveau des ombres comme ça sur les fruits, vous voyez, enfin, au niveau des lumières, on a moins des grandes zones comme ça, mais on va plutôt traiter directement avec un dégradé un peu plus doux, d'accord. Vous voyez au niveau des valeurs, on va avoir un dégradé un tout petit peu plus doux ici. Voilà. Et puis la perspective, surtout faites très attention à la perspective. Même un sujet qui peut paraître anodin, donc comme ici une coupelle de fruits, voilà, vous voyez que du coup on a quand même de la perspective, qu'il faut quand même faire attention à ça,
et que ça va jouer énormément sur le rendu final de votre dessin. Voilà, et en couleur du coup, vous voyez. Voilà, on pourrait même aller beaucoup plus loin dans la saturation ici, hein, au niveau du fruit qui est à gauche. Donc je vais juste faire ça. Vous voyez, on pourrait même aller beaucoup plus loin ici pour détacher vraiment le sujet. Vous voyez, comme ça. On voit moins en niveau de gris, mais surtout en couleur. Vous voyez, ça va vraiment permettre de détacher le reste de votre dessin. Et on focalise davantage l'attention sur le sujet principal ici. Et voilà, d'accord? Et voilà Eliane, du coup, pour votre dessin. Donc vous voyez, avant-après, on a vraiment le fond qui va se détacher, avec des couleurs beaucoup plus saturées, la perspective de la table et du support ici, les fruits en eux-mêmes, on va traiter les ombres et les lumières de manière un peu différente. Donc voilà, ça fait des petits éléments à modifier à chaque fois, mais vous voyez que en portant attention à ces éléments-là, on arrive assez rapidement à dégager quelque chose de très intéressant et pouvoir aller un peu plus loin dans le rendu du dessin, même si le sujet paraît très simple de prime abord. D'accord ? Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci les artistes d'avoir regardé cette vidéo de correction qui, comme d'habitude, peut paraître un peu longue, mais je pense que c'est très intéressant et enrichissant de regarder un petit peu les corrections des autres. Ça permet de voir des petits points qu'on n'aurait peut-être pas soupçonnés dans ses propres dessins. Donc quoi qu'il en soit, si vous voulez vous aussi m'envoyer vos dessins, vous pouvez le faire à l'adresse de d'habitude, c'est-à-dire greg@dessiner.fr. Merci comme toujours à Corinne et à Eliane et ainsi qu'à toutes les personnes qui participent à ces corrections vidéo. Voilà, c'était Greg, je vous dis bon dessin surtout et à bientôt. Prenez soin de vous et puis pour ceux qui prennent des vacances d'été, bonnes vacances à vous.